Salut à tous, alors me voici pour le classement des épisodes de la saga Saw. Donc pour ceux qui connaissent pas encore mon fonctionnement, je classe les épisodes du moins bon au meilleur. Et juste avant de commencer, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo avec Stéphane Siantard, un ancien réalisateur. Et cette vidéo a pour thème les films d'horreur en huis clos. Et justement, je vous donnerai le lien de sa chaîne en dessous de ma vidéo. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, parce que contrairement à moi, il ne parle pas que de films horrifiques. Il parle aussi de plusieurs genres et aussi même de jeux vidéo. Donc je vous conseille, c'est quand même assez vaste. Donc le classement de la saga Saw. Alors c'est une saga que j'ai suivie depuis son tout début. Donc forcément il y a la nostalgie. Notamment les 3 premiers épisodes. À savoir que je n'en déteste aucun. À partir du 3e quand même. Parce que c'est là que les choses commencent à devenir extrêmes. On a quand même un rayon boucherie... Voilà, ça rend la saga vraiment fun, avec des pièges et des morts quand même inventifs. Et parmi les idées de départ, j'aime beaucoup le fait que John Kramer, donc le tueur au puzzle, Jigsaw, en a plus que marre que les gens n'apprécient pas la vie qu'ils ont, ou du moins la vie en tout cas qu'ils pourraient avoir s'ils se mettaient pas à déconner. Et donc ce petit John, il va accorder à ses victimes une seconde chance, voir si le fait qu'elle soit proche de la mort, ça les réveille ou pas, si vraiment elle s'estime heureuse d'être en vie. Ah oui, et petite précision, j'ai décidé de donner un sous-titre à chaque épisode, sauf le premier, j'expliquerai pourquoi. Donc un sous-titre à chaque épisode, parce que je trouve qu'il y a quand même, ils ont quand même leur propre thème, et je trouve que ça, ça a le mérite d'être souligné. Et donc je commence avec l'épisode que j'apprécie le moins, et c'est Saw 4, auquel j'ai donné le sous-titre Obsession. Alors pourquoi Saw 4 Obsession? Parce qu'on se concentre sur l'agent du SWAT Rig, qui justement est obsédé à l'idée de sauver tout le monde. Ses collègues disparaissent les uns après les autres. Il y a juste Eric Matthews dont on n'a aucune nouvelle. Ça fait 6 mois qu'il a disparu, et Rig, il s'acharne là-dessus. Et il se fout même de se mettre en danger, puisqu'il s'aventure sur des territoires non sécurisés, comme justement lui dit Hoffman, faut jamais entrer dans une zone qui n'a pas été contrôlée, qui n'est pas sécurisée. Et justement, Rig, il oublie même sa vie privée, il oublie sa femme, ce qui fait que Rig, il savoure pas sa vie. Telle est la devise de cet épisode-là. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'ils en font des caisses. Hein. Voilà, bon, on a compris qu'il fallait savourer nos vies. Et donc, son comportement va l'amener à participer à un jeu mortel. Sauf que, quelque part, on l'avertit, et c'est lui-même qui s'est foutu dans la merde. Comme le dit Hoffman, on nous a pas forcé. Donc, c'est à cause de lui-même s'il est dans cette situation. Donc, pour moi, c'est un bon divertissement. C'est bien rythmé. Je trouve que c'est le plus gore de la saga avec le 3e épisode. Il y a un certain niveau. Et pour moi, mes scènes d'horreur préférées, c'est... il y a la scène d'autopsie, qui est vachement bien faite. Alors là-dessus, chapeau, les effets spéciaux, très clairement, c'est du sans faute. Le fait de voir le corps de John Kramer se faire charcuter, j'ai trouvé ça saisissant de réalisme. Et ma deuxième scène d'horreur préférée, je dirais la mort de... il y en a tellement que j'ai adoré. La mort de Cécile. Parce que le fait que ça lui tranche le visage, qu'il se mette à reculer, puis ensuite... Maintenant, les points négatifs de Saw 4. Je trouve que c'est un épisode trop abracadabrant. C'est un peu du fourre-tout. Déjà, on a un nouveau complice de John Kramer. On a un autre gars qui est forcé à participer à un jeu. On nous fait croire au départ que c'est le méchant. Je trouve qu'on a trop d'intrigues, on a trop de trames. En même temps, on s'intéresse à Rig, on s'intéresse à Hoffman, on s'intéresse à Lindenlon et Jeff, et on s'intéresse aussi aux agents Stram et Perez. Je trouve que c'est trop dense, il y a vraiment ce côté bordélique. Et même la chronologie des faits, elle est chiante à suivre. Aussi, il y a un élément que j'ai trouvé quand même tiré par les cheveux,
c'est quand on découvre que John a avalé une cassette, puisqu'on retrouve celle-ci dans son estomac lors de l'autopsie. Je trouve qu'elle était un peu trop grosse pour que ça passe. Je trouvais ça un peu what the fuck. Il y a aussi un autre élément que j'ai trouvé quand même, autant dire ce qui est, je l'ai trouvé débile ce moment-là. C'est quand Rig se rend dans un hôtel pour piéger le fameux violeur, là, le meurtrier, juste avant qu'il puisse kidnapper le meurtrier. On a la voix de John dans la cassette qui dit à Rig de protéger son identité en mettant un masque. Donc je précise que ce moment-là, il se déroule dans la chambre de l'hôtel. Donc soi-disant, il doit mettre le masque pour pas qu'on le reconnaisse, pour cacher son identité, parce qu'il y a des caméras partout. Je sais pas, t'as peut-être pas pensé à lui dire de mettre le masque avant qu'il entre dans l'hôtel, non? Parce que quand il entre dans l'hôtel, on voit bien que les caméras sont en marche, qu'on a là un enregistrement, on voit déjà que c'est lui. Et ensuite, dernier point, c'est la mort de Jeff, donc un des principaux protagonistes de Saw 3. Je trouve que sa mort, j'ai pas du tout aimé. Je trouve qu'elle avait rien à faire là. Je trouve que ça collait pas du tout avec l'arc narratif du personnage. Enfin, le tuer de cette façon, il se retourne, il pète un plomb parce qu'il veut savoir où est sa fille. On a l'agent Stram qui le bute. Ça faisait un peu style, de la part des scénaristes, ouais, il nous fait chier ce personnage, on sait pas quoi en faire, donc on va le buter. Comme ça, on passe à autre chose. Je trouve que c'était une mort quand même précipitée. Alors le tuer, pourquoi pas, mais pas comme ça. Enfin, je trouve que c'était... Non. Je trouve que ça n'avait pas lieu d'être. Ensuite, en 7ème position, j'ai mis Saw 3D, chapitre final. Donc, j'ai 2 sous-titres là pour le coup. Alors le premier, je sais que ça fait un peu cucu, mais je mettrais Saw 3D, l'amour. Alors pourquoi l'amour? Parce que quand on regarde bien, il est beaucoup question de ça. Hein. Dès la scène d'ouverture, on a 2 hommes qui ont aveuglés par l'amour qu'ils ont pour la même femme. Ensuite, on a le témoignage d'une survivante qui justement faisait face à l'homme qu'elle a aimé. Il a fallu qu'elle le tue pour qu'elle puisse vraiment se sentir libre. Et puis ensuite, on a le personnage de Bobby, donc un des personnages principaux, qui justement doit sauver la femme qu'il aime, la femme de sa vie. Et l'amour aussi, c'est quelque chose d'important chez John Kramer, puisque dans l'épisode 4, on nous rappelle quand même que il avait fait en sorte d'être papa avec Jill qui était enceinte, qui en était à 7 mois je crois, jusqu'à ce qu'elle perde le bébé à cause de cet enfoiré de Cécile, donc le toxico. C'était quand même son vœu le plus cher de donner de l'amour à un être qui vient de la femme qu'il aime. Il voulait quand même laisser une trace après son passage sur Terre. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage que ça n'ait pas été exploité dans ce 7ème épisode, là, dans Saw 3D. Parce que on parle de l'amour, mais on oublie quand même aussi que c'était ce qui comptait aussi pour John Kramer. Donc du coup, on pourrait croire que le thème de l'amour, c'était un peu gratuit pour le coup. On a mis ça pour mettre ça là-dedans, histoire de donner une thématique principale à cet épisode. Voilà. Je dis pas non plus qu'il fallait en faire 20 minutes de plus dans ce film. Allez, 5 minutes de plus quand même pour appuyer un petit peu plus sur ce thème. Ensuite, second sous-titre, Saw 3D, la gloire, puisqu'on s'intéresse à Bobby, qui s'est fait passer pour un survivant de l'horreur perpétrée par John Kramer. Et puis ça a marché, hein. Il a écrit un bouquin, donc voilà, maintenant il a connu son quart d'heure de gloire. Sauf que ça n'a pas plu à notre cher Kramer, puisque Bobby va devenir, pour de vrai cette fois-ci, une victime. Donc pour moi, cette histoire de gloire, ce succès qui est né d'un mensonge, c'est l'un des meilleurs propos de la saga. Sinon, on a un épisode bien rythmé, je trouve que c'est le plus rythmé de tous. Je le trouve très barbare, juste après les épisodes 3 et 4. Et on a aussi quand même donc Bobby qui non seulement est le pion principal de la partie, mais il doit s'infliger des horreurs comme s'arracher des dents, s'enfoncer des crochets dans les pectoraux. Surtout la scène où il s'arrache des dents, et je
trouve que là, ça va très loin. Donc mes scènes d'horreur préférées, bah, la scène d'ouverture qui se passe dans en plein public. Et je trouve qu'il fallait le faire et ça manquait un petit peu. Il fallait un tout petit peu innover. Et ma deuxième scène d'horreur préférée, je trouve que c'est celle de l'assistante de Bobby qui ne doit pas crier parce que Bobby doit lui retirer un hameçon qu'elle a dans l'abdomen. Et cet hameçon, en fait, au bout, il y a une clé qui permettra à la jeune femme d'être libérée. Et il doit tirer, il doit tirer, il doit tirer. Et si elle crie, les lames se rapprochent et puis elles vont la tuer. Le point négatif, je trouve que visuellement, le plaisir de voir du gore à l'écran, il est un petit peu gâché à cause du sang. Je trouve que le sang, il était un peu rose par moment. Et ce qui fait que moi, ça m'a un peu coupé, ça m'a un peu fait sortir du délire. C'est un peu dommage. Vous verrez, voilà, c'est un peu rose et... je trouvais ça un petit peu moche. C'est dommage parce que comme l'un des principaux arguments de cette saga, c'est le gore. Et voir que ça a baissé en qualité, c'est un peu dommage. En 6ème position, j'ai décidé de mettre Jigsaw, que j'intitulerai Saw 8 Confession, parce que justement, les victimes qui sont toutes enfermées ensemble dans un seul endroit, et ça j'aime beaucoup, pour moi c'est un des gros points forts de la saga. Donc les victimes doivent se confesser pour réussir la plupart de leurs épreuves, et j'ai beaucoup aimé. Parce que non seulement elles sont enfermées ensemble, donc on apprend à mieux les connaître, comparé à certains épisodes où justement on a un personnage et puis il doit juste sauver au fur et à mesure d'autres personnes. Mais ces personnes-là, on n'en sait pas grand-chose. On sait quasiment qu'elles vont toutes mourir, donc on s'en branle. Mais là, le fait que les victimes soient enfermées ensemble, voilà, on les connaît un peu plus, on se demande qui va survivre, si on peut espérer un survivant au moins. Et justement, le fait qu'elles soient enfermées ensemble, qu'on voit un petit peu plus leur vrai visage, ça je vais pas en parler dans cet épisode là, je vais en parler dans un autre, parce que c'est pas poussé à l'extrême dans ce Jigsaw là. Donc un élément qui m'a vachement fait plaisir, c'est cette touche de second degré. Il y a un petit peu d'humour, et c'est ce qui manquait cruellement à la saga, parce qu'on est quand même arrivé au 8ème film, et cette saga, voilà, c'est du divertissement, et il faut que ça s'assume en tant que divertissement, et j'aime beaucoup le fait d'y avoir incorporé cet humour. Ensuite, et ça on l'apprend qu'à la toute fin, c'est ces scènes du présent et du passé qui sont alternées, et grâce à ça, en fait, tout le long du film, on a des doutes sur la révélation finale, sur l'auteur de tous ces faits. On se demande si Jigsaw est toujours vivant, parce que voilà, ça se déroule quand même 10 ans après les faits de l'épisode 7. Voilà, ça fait 10 ans que Jigsaw est mort. Et aussi, j'aime beaucoup le personnage d'Eleanor, qui reflète parfaitement l'actualité. Ces gens qui sont obsédés par ces psychopathes et qui ouvrent donc un site. Ces gens passionnés donc par les œuvres de Jigsaw. Et là franchement je suis content qu'il se soit mis à la page. D'autant plus que ça rend son personnage mystérieux, on se pose quand même des questions sur le rôle qu'elle a. Par contre, ce que je reproche en fait à ce film, c'est le visuel, le format, le filtre. Voilà, il n'y a plus ce filtre crasseux, sombre. Je trouve que c'est un peu trop propre au niveau de l'image. Ça fait un petit peu légèrement de téléfilm, mais c'est pas dégueulasse non plus. Voilà. Et puis on a une scène gore finale en numérique, et ça je trouve que c'est un peu une violation à la pratique des créateurs du film qui nous ont toujours livré quand même des effets gore à l'ancienne, faits à la main. Mais voilà, cette scène gore, elle est pas non plus dégueulasse. On sent que c'est du numérique, mais c'est pas non plus grotesque. Bon, et puis sinon, je me suis pas emmerdé, quoi. C'était quand même vachement bien rythmé. Mes deux scènes préférées pour moi, c'est la mort de Mitch, que j'ai quand même trouvé assez sauvage. Et donc le piège aussi, que j'ai trouvé magnifique, ce fameux tourbillon rouge. Et j'ai beaucoup aimé aussi la scène où Mitch et Anna se retrouvent
dans une petite tour et en fait qui se remplit peu à peu de graines en fait et il risque d'être enterré vivant. Et puis on a toutes les armes en fait, les armes blanches qui tombent sur eux. Voilà, j'ai trouvé ça fun. Puis je continue avec l'épisode que j'ai mis en 5ème position et c'est Saw 5 que j'appellerais Vengeance puisqu'il est quand même centré sur Hoffman qui a perdu sa sœur, elle a été assassinée par son petit ami et donc Hoffman décide de tuer ce dernier en se faisant passer pour le tueur au puzzle et comme ça, bon bah voilà, on fout tout sur le dos de John Kramer, sauf que forcément cette info ça remonte jusqu'à John et voilà, donc le fait que Hoffman soit obsédé par la vengeance, soit aveuglé par la vengeance, bah, c'est quand même l'élément déclencheur de son devenir actuel. On s'attarde un minimum sur sa psychologie, on voit qu'il est convaincu par les propos de John Kramer, il est influencé. D'ailleurs, John Kramer, donc, interprété par Tobin Bell, toujours aussi excellent, pour moi, il a jamais commis de faute dans son jeu d'acteur dans toute la saga. Donc, pour moi, Saw 5, c'est un épisode de transition qui va servir à poser les bases pour le 6ème épisode. On fait connaissance avec Hoffman, on s'attarde sur lui, et je trouve que c'est une bonne idée quand même pour être à l'aise lors du visionnage de l'épisode 6. Et puis on n'arrêtera pas, comme ça on arrêtera de se demander mais c'est qui déjà ce personnage, c'est qui lui. Voilà, on a toujours des agents qui débarquent de nulle part dans chaque épisode, c'est chiant. Et donc c'est un épisode qui fait vachement du bien, puisqu'on a eu Saw 4 juste avant, que je trouvais bordélique, et là la narration de ce 5ème épisode, bah, elle est beaucoup plus facile à suivre, c'est plus propre. Et un autre gros point fort dans cet épisode, c'est le fait de retrouver ces fameuses victimes qui sont enfermées ensemble pour jouer ensemble, pour survivre ensemble. Et là justement, je vais insister un peu plus sur cet élément. Parce que là, dans le Jigsaw, c'était pas assez poussé, mais dans celui-là, assez quand même. Bah, le fait de voir des victimes enfermées ensemble, bah, on apprend à mieux les connaître et on se demande du coup qui va survivre, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on voit vraiment, qu'on découvre vraiment leur vraie personnalité, le fait qu'elles soient enfermées ensemble, que du coup bah, y a pas vraiment de... Enfin, tu agis comme tu veux, selon, voilà, c'est l'instinct chez l'homme, donc on découvre vraiment qui tu es, si tu es quelqu'un de bien ou pas, grâce à ton instinct de survie. Et c'est ça que j'aime beaucoup parce que justement ce genre de huis clos en fait avec, voilà, qui met en scène plusieurs personnes, bah, ça montre quand même à quel point, jusqu'où l'homme peut aller. Et j'aime beaucoup le retournement de situation, le fait que ces personnages-là, en fait, la plupart d'entre eux, ils pensaient qu'à s'entretuer pour pouvoir s'en sortir. Sauf que dans chaque piège, à chaque pièce, tout était fait en fait pour 5 personnes, parce que eux en fait ce qu'ils avaient en tête, c'est qu'à chaque étape il devait y avoir un mort. Donc au début on a tous les personnages, les 5 attachés au mur avec un collier, ils devaient tous chercher une clé chacun, sauf que finalement la clé finalement pouvait ouvrir tous les colliers, mais non, eux il fallait qu'ils s'obstinent à chercher chacun à leur tour la clé qui était en face d'eux, avant que la munitrice s'écoule et qu'elle les décapite. Donc on a eu un personnage qui s'est décapité, puis dans la deuxième étape, dans la deuxième épreuve, on avait une explosion qui allait se déclencher, qui allait tuer les personnages si ces derniers ne trouvaient pas justement un compartiment chacun, et vu qu'il n'en restait plus que 4 personnages, il n'y avait plus que 3 compartiments. Sauf que pour eux, il devait y avoir un mort en plus pour qu'il puisse y avoir 3 survivants. Et pour eux, 2 personnages ne pouvaient pas entrer dans le même compartiment, finalement s'il y avait assez de place. Et justement, c'est pour ça que le personnage de Charles, qui est celui qui va se faire exploser la gueule, juste avant de se faire tuer, il va se mettre à lever les bras et à crier « Attendez !» Parce qu'il avait compris qu'il fallait tous s'unir et pas penser à tuer l'un d'entre nous à chaque étape. Et d'ailleurs, c'est aussi le personnage qui parle de la loi du plus fort, parce que vu que maintenant on est tous enfermés et qu'il n'y a pas de flics et tout, tu agis comme tu veux. Et donc ça, ils s'en servent pour pouvoir choisir celui qui va mourir lors de la prochaine épreuve. Sinon, mes scènes d'horreur préférées, la scène d'ouverture, le pendule. Et aussi le fameux gobelet à remplir, qui doit être rempli de sang.
et quand justement les deux derniers pions doivent se scier le bras. En quatrième place, j'ai mis Saw 3, qui pour moi aurait pu être Saw, la justice, puisque on s'intéresse ici à Jeff qui a perdu son fils. Il s'est fait renverser en fait par un gars, sauf que voilà, c'était un accident. Et justement, Jeff va avoir le droit à sa propre partie. Et à chaque épreuve, en fait, il va faire face aux personnes qui sont responsables de son état actuel. Voilà, il est devenu alcoolique, il est devenu violent, il néglige même sa fille, ça a même ruiné sa vie de couple. Et justement, il va se retrouver face à une personne qui était là le jour où son fils s'est fait renverser, sauf que la femme, elle a refusé de témoigner. Il va se retrouver face au juge, qui n'a pas du tout infligé la bonne peine au coupable de la mort de son fils. Et on va se retrouver donc aussi avec le meurtrier de son fils, et là je trouve que c'était un face-à-face, un très bon face-à-face, une bonne confrontation. Et donc Jeff va avoir le choix, donc soit il leur pardonne, ou soit il les laisse crever. Je trouve que c'est un épisode qui est vraiment bien écrit, que ce soit au niveau des enjeux, au niveau des personnages, toujours John Kramer, Lyndon Lon, Jeff, même s'ils sont légèrement moins exploités, mais je trouve qu'ils sont quand même intéressants à suivre. Et puis aussi donc le personnage d'Amanda, qui pour moi est le personnage le plus intéressant de la saga. Même si elle meurt dans cet épisode-là, on sent qu'on a encore plein de choses à savoir sur elle, qui souffre, qui est torturée. On sent aussi qu'elle est possessive, qu'elle est vraiment attachée à John, et elle semble être jalouse de Lynn. Enfin, il y a plein de choses à développer sur elle. Au niveau du jeu des acteurs, Tobin Bell et Shawnee Smith, clairement, c'est dommage qu'on ne les voit pas plus que ça en fait dans les films d'horreur. Pour moi, Tobin Bell, il méritait carrément le prix d'interprétation, tellement il est excellent. Il est parfait pour moi. Shawnee Smith, qui est vraiment très 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 bonne dans son rôle. Les discours, je les ai trouvés vraiment pertinents. Je trouve que c'est l'épisode le plus barbare du coup avec l'épisode 4. Mes scènes d'horreur préférées, pour moi, il y a l'opération du cerveau de John, que j'ai trouvé quand même bien dégueulasse. Et la mort, le piège de Timothy Young, le coupable de la mort du fils de Jeff, où il se fait tourner tous les membres, même la tête. J'ai trouvé que c'était d'une barbarie. Je trouve que ce niveau de barbarie, il est quand même assez rare à voir sur grand écran au cinéma. Bon, comme je l'ai dit, j'aurais voulu le voir au cinéma, mais autoriser ça au cinéma, ça se fait plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, maintenant, on est dans l'inverse. La mode, c'est vraiment le film d'épouvante soft, avec les films de fantômes, de possession, voilà. Mais pour le coup, waouh, c'était assez extrême, et ça ne m'étonne pas qu'il soit interdit moins de 18 ans. Et c'est à partir aussi de cet épisode-là que la saga se montre comme aussi assez répugnante. La scène avec les cadavres des cochons complètement pourris, qui sont réduits en bouillie, là, que le juge avale même un petit peu. Là, le classement touche bientôt à sa fin. Et je vais parler du premier épisode, auquel je n'ai pas accordé de sous-titres, du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Parce que je trouve que, à l'époque, c'est un film qui est sorti, qui sortait de nulle part. C'était vraiment la curiosité, le mystère, la découverte. Et non, moi je trouve que c'est pas du tout... je vois pas pourquoi je mettrais sous-titres. C'est quand même l'ouverture de l'univers de John Kramer, du tueur au puzzle. Et comme je l'ai dit aussi dans de nombreux classements d'épisodes de saga, je vais pas m'attarder sur cet épisode-là parce que sur ce premier film, parce que c'est un film culte, et comme j'arrête pas de le dire, j'ai rien d'autre à ajouter. J'ai pas envie de m'attaquer à ce genre de choses parce que j'ai rien d'autre à ajouter, tout a été dit là-dessus, et puis c'est bon, le film, ça fait quand même 14-15 ans qu'il est sorti, donc qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Parce que oui, c'est un bon film, mais voilà, j'ai pas grand-chose à dire. À part le fait que, oui voilà, donc le sujet m'a quand même bien interpellé. À l'époque, on parlait beaucoup des sauts, c'était ça vraiment le phénomène horrifique de cette période. C'est un film qui m'avait quand même captivé, qui m'avait interpellé. Partir sur le fait de, j'en ai marre de ces gens qui n'ont pas cette gratitude, la gratitude d'être en vie. Et c'est un film que j'ai trouvé aussi angoissant. Et j'aime beaucoup le fait
que l'action se déroule dans une salle de bain, donc Adam et Lawrence Gordon en fait qui sont enchaînés. Je trouve que la salle de bain c'est quand même un élément symbolique du thème en fait, parce qu'ils doivent quand même révéler qui ils sont, on en apprend plus sur eux petit à petit, et je trouve que bah, voilà, la salle de bain c'est quoi, bah, c'est là où tu te laves, donc tout est révélé au grand jour, c'est le moment d'éclaircir toutes les zones d'ombre, et So c'est aussi un de ces films qui pour moi nous ont livré une fin énorme, je l'avais vraiment pas vu venir, le fait de savoir bah, que finalement l'homme qui était au milieu de la pièce entre Adam et Laurence, bah, il était pas mort en fait. Tout ça n'était qu'une mise en scène. Et le film se termine à peu près là-dessus. Et ça donne vachement envie de voir la suite. Et c'est ça un film vraiment captivant. Voilà, c'est une réussite ce film. Et pour moi, mes deux scènes préférées, bah, déjà il y a le piège d'Amanda, qui doit à tout prix éventrer un type qui contient la clé, qui lui permettra de retirer le masque avant qu'elle se fasse exploser la mâchoire. J'ai trouvé ça vachement malsain. Et j'aime beaucoup aussi dans l'acte final, quand Lawrence Gordon se tranche le pied avec la scie. Alors, c'est pas gore, mais j'ai trouvé cette scène quand même vachement éprouvante et très réaliste au niveau de la réaction d'Adam. Avec ses expressions qu'il a, voilà, son visage, franchement, il traduit tout, l'effroi, le choc et tout. Et donc, aussi, bah, Lawrence Gordon, l'interprète qui est totalement convaincant aussi. Avant-dernier film, et celui-là quand j'ai découvert à l'époque, voilà, j'avais à peine 13 ans, et je faisais pas spécialement gaffe aux propos, voilà, moi ce que je voulais c'était le gore, et je m'attendais pas à le mettre en deuxième position, et c'est Saw 6, que je trouve vraiment pertinent dans ses propos du coup, voilà, auquel je donnerais comme sous-titre la maladie ou la santé. Donc voilà, pourquoi SO6, la maladie, la santé, parce que c'est un épisode qui a été écrit, pour moi j'en suis certain, il a été écrit en période de crise financière. Et donc on se retrouve avec les employés d'une compagnie d'assurance qui se permet de virer, de radier leurs clients, donc des gens qui malheureusement sont malades et qui n'ont pas les moyens de les payer, ou du moins qui ne peuvent pas les payer énormément. Et justement, bah ça va sauter aux yeux de John Kramer, qui va même rencontrer William, donc le patron de cette compagnie d'assurance, et du coup John va lui dire ah bah en gros vous choisissez qui va vivre et qui va mourir. Et justement, bah, William il est la cause du décès d'un homme. Et une fois de plus, comme le dit si bien le tueur au puzzle, bah, les décisions médicales, elles sont prises en compte par les compagnies d'assurance et non par les médecins et les patients eux-mêmes. Donc ce qui va conduire William à un jeu que j'ai trouvé vraiment intéressant. Peut-être pas le jeu le plus gore, non c'est même pas le plus gore, mais pour moi c'est vraiment le plus pertinent, le plus intéressant. Je sais, j'arrête pas de le dire, mais oui c'est pertinent. Et justement, bah, William va décider du sort des pions de son propre jeu. Il va devoir choisir justement bah, qui va mourir et qui va survivre. Par exemple, on a une vieille... Enfin, donc tous les gens de sa partie, en fait, ce sont ses collègues, ses employés. Donc, par exemple, hein, on a une vieille femme qui est diabétique, si je ne me trompe pas, et un jeune homme qui est en parfaite santé. Et donc, il va devoir choisir qui va mourir et qui il va décider de maintenir en vie. Et en fait, on apprend bah, que la vieille femme qui est malade a quand même une famille qui l'attend. Elle a quand même voilà, des gens qui l'aiment et tout. Sauf que le jeune homme, même s'il est en bonne santé, bah, il n'y a personne en fait, qui se soucie de son sort. Il est seul dans sa vie. Et donc, bah, forcément, bah, William, au départ, il hésite. Mais finalement, il évolue. Et c'est ça qui est super intéressant aussi dans cet épisode, c'est qu'il y a de l'évolution. Il y a vraiment des choses intéressantes à retirer de ce volet. Il décide justement de laisser vivre la vieille femme, même si elle est vieille et malade. Et donc, bah, il décide d'exécuter le jeune. Et on a le droit à ce genre de choix aussi voilà, dans une autre scène, avec plus de personnes. Donc là, pour le coup, on ne se limite plus à vivre ou mourir,
comme le dit si bien Jigsaw, hein, vivre ou mourir, à vous de choisir. Là, on va encore plus loin que ça, parce que justement, vivre ou mourir, c'est un choix. Mais là, on va beaucoup plus loin que ça. On a un autre type de choix qui est quand même beaucoup plus conséquent, parce que là, tu décides quand même du sort des victimes auxquelles tu fais face. Et voilà, donc chapeau pour cet épisode-là. Aussi, les personnages de Hoffman et Jill, très clairement, une fois qu'on a appris à connaître Hoffman dans Saw 5, et comme je vous l'ai dit justement, ça servait de transition pour qu'on puisse enfin être tranquille dans la narration. Voilà, on sait maintenant qui est Hoffman, c'est plus clair dans nos têtes parce qu'il faut se le dire aussi. L'un des points faibles de la saga Saw, c'est justement ces nombreux personnages qui sortent de nulle part et puis voilà, c'est vraiment le gros bordel. Et surtout aussi physiquement, il y en a beaucoup qui se ressemblent, donc on a tendance un peu à s'en mêler les pinceaux. Donc voilà, Jill aussi qui est toujours aussi intéressante. La scène d'ouverture, alors là pour moi, c'est l'une des meilleures scènes du cinéma d'horreur tout court. Elle est vraiment barbare, je la trouve vraiment extrême. Les expressions de l'actrice, voilà, c'était juste excellent, c'était parfait. Là, c'est vraiment l'horreur pure. Donc pour moi, justement, mes deux scènes d'horreur préférées, donc il y a la scène d'ouverture, et aussi le piège qui sert d'ouverture au jeu de William, c'est quand il doit s'empêcher de respirer, avec justement avec le vieil homme. Et s'il continue de respirer, deux plaques vont se mettre à broyer en fait son abdomen. Et ça, j'ai trouvé ça vachement sadique. Et c'est l'heure du final. Le gagnant de ce classement, c'est Saw 2. Donc tout bêtement, la prison. Puisque toutes les victimes qui sont enfermées ensemble sont passées par la prison. Elles ont été arrêtées par le même flic. Et donc, Eric Matthews. Donc les victimes sont enfermées ensemble, elles sont de nouveau emprisonnées dans une maison malheureusement envahie par un gaz mortel. Et aussi donc du coup de son côté, Eric Matthews il est là avec ses collègues et l'équipe du SWAT, avec John Kramer, en train de résoudre l'affaire, savoir d'où proviennent en fait les images qui sont sur tous les ordinateurs de Jigsaw. Et justement ces images en fait, ce sont des caméras qui montrent les 8 personnes qui sont enfermées ensemble. Mais sauf que justement la police ne sait pas où se trouvent ces personnes. Et justement parmi ces personnes kidnappées, il y a Daniel, le fils de Eric Matthews. Dans Saw 2, on a la première véritable apparition du personnage de Jigsaw. Alors oui, on l'avait vu dans le 1, mais voilà, ça restait quand même un peu... Bon. Mais quand on voit sa présence qui est beaucoup plus importante visuellement dans cette suite, son jeu d'acteur à Tobin Bell, je trouve que c'est un acteur palpitant. Pour moi, il mérite vraiment un Oscar, c'est un des meilleurs acteurs du cinéma, tout genre confondu, pas uniquement dans les films d'horreur, mais voilà. Dans mon top 10, pour moi, il y aurait Tobin Bell. L'écriture du scénario et aussi l'écriture des personnages, pour moi, c'est de la pure maîtrise. Jigsaw, Amanda, même si encore ça reste un petit peu anecdotique face à l'épisode 3, elle est quand même plus développée que dans le 1, et je trouve que voilà, son cas est très intéressant. Et le fait aussi de remettre la même personne dans un autre piège, ça on l'avait pas encore vu. La première fois c'est parce qu'elle se droguait, et puis la deuxième fois elle se scarifiait, donc Jigsaw a dû la refoutre dans un piège. Voilà, bon. C'est un personnage à l'avenir vraiment intéressant. Et puis aussi le personnage d'Eric Matthews, qui est quand même impulsif, qui semble être torturé. Et comme le dit si bien John Kramer, le fait de voir, en fait, c'est le fait de voir son fils Daniel en danger qui le pousse vraiment à agir. Voilà, John Kramer finalement, il a très bien cerné, il a très bien cerné le personnage d'Eric Matthews. Et justement, la psychologie de Matthews, elle est parfaitement exploitée. Et aussi un élément, et ça je suis obligé d'en parler, c'est le rebondissement final où on apprend que finalement Daniel, le fils d'Eric Matthews, il était dans la même pièce que son père, Jigsaw et l'équipe du SWAT. Il était enfermé dans un coffre sous oxygène, et que finalement en fait, les moniteurs qu'on voyait sur l'ordi, en fait, c'était pas du direct. Voilà, les personnes qui étaient emprisonnées, en fait, l'équipe du SWAT ne les voyait pas en direct, c'était un enregistrement. Tout ça s'était passé plusieurs heures avant. Et finalement, si Eric Matthews n'était pas impulsif, s'il n'était pas, s'il apprenait plutôt à mesurer les proportions que ses actes pouvaient prendre,
bah il aurait retrouvé son fils. Il serait resté là dans la pièce voilà, pendant 2 heures. Parce que pour lui, il restait 2 heures et pour lui, bah fallait automatiquement trouver son fils. Bon, ce que je peux comprendre, je pense que c'est un raisonnement qu'on aurait tous eu. Mais bah finalement, s'il avait attendu les 2 heures, il aurait vu son fils sortir du coffre. Et là, je trouve que c'est un coup de génie. On a des morts bien variées aussi, voilà, c'est bien rythmé. Et puis mes 2 scènes d'horreur préférées, bah, il y a la scène d'ouverture avec le casque mortel où le gars doit arracher son œil pour prendre la clé. Et aussi la scène où Amanda tombe dans une fosse remplie de seringues. Oh mon dieu! Voilà, non seulement je trouve ça vachement douloureux, et puis non, pour les hypocondriaques, c'est juste atroce. Donc n'hésitez pas à donner votre classement, n'hésitez pas à donner vos avis, j'ai hâte d'échanger avec vous. Je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, salut!